Alors, aujourd'hui, j'accueille Christophe Duhamel. Bonjour Christophe. Bonjour Mélanie. Alors, Christophe, donc si vous n'avez pas écouté l'épisode 1 où je vous présente un peu mon parcours entrepreneurial, d'ailleurs je vous invite à le faire, Christophe a été mon associé sur une ancienne entreprise et je voulais, enfin pour moi c'était important déjà qu'il vous présente son parcours parce que au-delà de l'entreprise qu'on avait créée ensemble, Christophe est derrière un site que je pense que vous avez utilisé au moins une fois dans votre vie. Et qui du coup était aussi une expérience entrepreneuriale avec trois autres personnes, je crois. Ouais, c'est ça. Et du coup, alors Christophe, nous on s'est rencontrés en 2018 sur le salon Gourmet Sélection d'ailleurs, où j'étais jury. Et il y a eu tout de suite un feeling et on s'est revus par 2 fois ensuite à Paris. Et au bout de la deuxième fois, j'avais un projet et il m'a dit viens on le fait ensemble et ça a été tentationnel. Donc l'épicerie de niche, où on était aussi importateur et distributeur de produits gastronomiques tant français que danois. Alors, Christophe, présente-nous du coup ton parcours. Alors, je vais essayer d'être bref, ce qui n'est pas mon fort, tu le sais, mais on va quand même essayer. Alors moi, au départ, j'étais ingénieur informaticien, mais bon, j'ai fait un peu ça par hasard dans le sens où j'étais un littéraire, mais mes parents ont préféré que je fasse des études scientifiques, donc j'y suis arrivé. Quand même, et ce qui m'a permis de découvrir des tas de trucs. Et je me suis retrouvé à un moment donné sur le marché en tant qu'ingénieur informaticien. C'était en 95, au moment où l'internet arrivait, et moi ça m'intéressait bien internet parce que c'était tout nouveau. Il y avait une espèce c'était une espèce de terrain à conquérir, de territoire, de Far West, et je trouvais ça intéressant, plus intéressant que d'aller faire de l'informatique dans une grosse boîte. Et je me suis retrouvé à travailler dans une première agence web à Paris et donc à créer des sites web pour d'autres. Jusqu'au moment où j'ai eu un peu une envie de m'intéresser plus à ce qu'on allait faire, la définition de ce qu'on allait faire versus le faire soi-même. C'est-à-dire le métier de développeur, c'était sympa, mais au bout de 2-3 ans, je l'avoue que j'en avais un peu marre, et donc je suis passé côté avant-vente. Et là, il s'agissait d'imaginer ce qu'on allait faire, comprendre les besoins du client et définir ce qu'on allait faire, et puis après, pas forcément le faire moi-même. Donc ça, c'était Et donc, en réfléchissant comme ça, on s'est retrouvé avec des amis avec qui je travaillais, à se dire, tiens, pourquoi on ferait pas là on a une petite base de recettes qu'on a trouvée, pourquoi on ferait pas un site autour de ça pour, comment dire, pour dire aux gens, partagez. On a déjà quelques recettes, on a aussi mis les nôtres, et venez et partagez vos contenus, parce que le web a été conçu pour ça. Le web a été conçu pour partager les expériences en physique nucléaire d'un chercheur qui a créé le protocole HTTP, etc., et le HTML, et donc plus le HTML que le HTTP d'ailleurs. Et en fait, il a comme ça permis à des gens de facilement partager leurs résultats d'expérience. Et on s'est dit, on va faire pareil avec des recettes de cuisine, parce que la cuisine en plus c'est du partage, donc ça a vocation à être fait comme ça. Et c'est comme ça que Marmiton a démarré, et c'est comme ça qu'on s'est lancé dans une aventure qu'on n'imaginait absolument pas prendre une telle ampleur. Vraiment, ouais. Et où je suis resté pendant 20 ans. Donc il y a eu plusieurs rachats successifs, parce que on a revendu beaucoup trop tôt pour être riche, et en même temps on y est resté un certain temps, de manière à moi j'y suis resté 20 ans, c'est quasiment 13 ans après la vente de la boîte. D'ailleurs j'ai appris très récemment que Marmiton avait été à nouveau racheté, TF1 l'a revendu à Reworld. Donc ça n'arrête jamais. Wow. Donc bon, et j'ai appris beaucoup de choses. Et maintenant, après 3 ans, on va dire 3 ans après la sortie de Marmiton, j'ai eu une petite aventure entrepreneuriale, justement, qui était de montée tentationnelle avec Mélanie, et qui malheureusement, on a appris plein de choses, on s'est bien amusé, mais malheureusement, il y a eu une petite pandémie qui est arrivée au milieu et qui nous a un peu plombé. Donc c'est ce qui a fait qu'à un moment donné, on est parti sur autre chose. Et maintenant, je travaille pour l'équivalent de Marmiton, mais à l'échelle mondiale, et avec un modèle économique qui, à mon avis, est bien plus viable sur le long terme. Une société qui s'appelle Cookpad, et qui est une société anglo-japonaise qui gère des sites de recettes de cuisine dans 80 pays en 28 langues. Et je m'amuse comme un petit fou parce que j'apprends plein de choses. J'imagine. Voilà,
désolé, j'ai pas été très bref, mais Oh bah si, quand même, en quelques minutes, tu as réussi à bien situer, à resituer tout le parcours. Et c'est vrai que pour rebondir à ce que tu disais, voilà, aujourd'hui, Tentationnel n'existe plus depuis décembre 2021, donc on va dire ça fait 6 mois. Et comme tu as dit, on a commencé au 1er décembre 2019. Et puis, bon timing. très très bon timing. Et c'est vrai que du coup depuis début 2020 a débarqué ce fameux Covid et qui dans le milieu des gastronomies a beaucoup été ça a touché tout le monde et surtout le milieu gastronomique et du coup ça nous a mis dans une autre situation qu'on l'avait imaginé. Mais pour autant, je voulais rebondir aussi sur le fait de s'associer parce que je me rappelle que quand j'ai annoncé à certaines personnes que on lançait ensemble notre entreprise, on m'a dit tout de suite fais attention, s'associer c'est dangereux. Et ou d'autres qui étaient heureux mais il y avait beaucoup cette terre de dangerosité que j'avais perçu parce que oui, je connais des personnes qui en effet s'étaient associées et qui avaient pu avoir des désagréments ou même des crises, voire quitter l'entreprise. Donc il y en a pour qui ça peut être très dur. Mais je m'étais aussi mis dans la tête que si on n'entreprend rien, on va pas aller très loin non plus. En tout cas, je parlais à la première personne, je ne vais pas aller très loin non plus. Et j'avais cette image un peu que c'est comme au même niveau que les amitiés ou que les mariages, il y en a qui fonctionnent et d'autres pas. Et c'est bien pour ça qu'on fait des contrats de mariage et qu'on fait des pactes d'associés ou des statuts pour les entreprises. Il y a vraiment des parallèles intéressants à faire entre les deux. C'est pas pour quand tout va bien, c'est pour justement gérer le moment où ça pourrait aller moins bien. Voilà. Donc encore une fois, nous ici, on raconte notre expérience qui est heureuse puisque vous voyez bien que même après une société, on peut se retrouver avec joie sur un podcast. Toi, Christophe, est-ce que devenir entrepreneur a été une évidence? Tu as raconté déjà qu'à la base, tu étais plus dans l'informatique, mais est-ce que ça a été une évidence pour toi quand même? Alors absolument pas, dans le sens où moi, au départ, dans ma famille, je suis un des seuls à pas être fonctionnaire, parce que je suis une famille avec une longue tradition dans l'éducation nationale, dans l'enseignement, etc. Donc pour moi, l'entrepreneuriat c'était absolument pas quelque chose qui allait de soi, c'était même pas un truc auquel j'avais pensé, pour dire. Et puis en plus à l'époque, l'injonction, en tout cas ce qui représentait le Graal pour beaucoup d'étudiants, c'était d'aller travailler dans une grosse boîte. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ça a un peu changé. Donc, aujourd'hui, il y a plus une injonction de créer sa boîte. Il faut faire attention parce que c'est pas non plus quelque chose qui est facile, qui est possible pour tout le monde, et en tout cas pas n'importe quand et pas n'importe comment. Ça, je pense que vous vous en doutez. Mais à l'époque, c'était vraiment pas l'idée. Et par contre, à un moment donné, on a eu un projet et on a vraiment développé le projet avant même de penser à créer la société. Parce qu'on était un peu jeune, un peu fou, et on se disait, allez, on va développer ça, puis après, on verra bien ce qui se passe. Et en fait, la création de la société, elle s'est faite à partir du moment où on en a eu besoin. C'est-à-dire, quand on a eu besoin d'un statut juridique pour encaisser des chèques, pour gagner de l'argent, pour financer le développement du projet. Là, effectivement, c'est devenu une évidence. Même pas une évidence, je dirais une nécessité, parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Ouais, c'est ça. Et toi, pour devenir entrepreneur, donc tu as bien vu que le podcast s'appelle Permission entrepreneuriale. Est-ce que tu as attendu une permission intérieure ou extérieure pour te lancer? Non, parce que en fait, j'ai beaucoup de défauts, mais je manque pas de confiance en moi. Ça, c'est quelque chose. J'ai pas ce complexe de l'imposteur. Enfin, assez peu. Enfin, on l'a tous à un niveau ou à un autre, mais moi, je l'ai pas trop. Et en plus, quand je sens que je suis dans quelque chose dans lequel j'ai une certaine légitimité, je ne doute pas. Alors, je doute toujours sur l'opérationnel, sur ce que je fais au quotidien, mais quand je prends une décision comme ça, en général, une fois qu'elle est prise, après, j'avance. Donc c'est pas, je me suis pas senti la notion de permission. Par contre, effectivement, j'ai bien senti que c'était un secteur auquel je ne connaissais rien et autour de moi, il n'y avait pas d'entrepreneurs. Donc, je me disais plus,
qu'est-ce que je fous là? Ce qui est peut-être une autre manière de dire les choses. Mais en même temps, je me disais qu'est-ce que je fous là parce que je connais pas ce secteur, j'y connais rien. Enfin, je connais rien à l'entrepreneuriat. Par contre, je connais par cœur le secteur du web. Quand tu avais 5 ans d'expérience, en 2000, tu faisais partie vraiment des seniors. Et d'ailleurs, j'étais déjà Des experts. senior. Voilà, exactement. J'avais même pas 30 ans, j'étais déjà senior. Donc, c'était vraiment mais c'était le secteur c'était une question de secteur. Donc, je me sentais légitime. Et je me disais, mais c'est pas grave, l'entrepreneuriat, ça doit pas être plus compliqué qu'autre chose. Donc, on va apprendre en marchant. Et là-dessus, c'est exactement ce qui s'est passé. Et du coup, je rebondis là-dessus. Est-ce qu'il y aurait des choses que tu aurais aimé savoir avant de te lancer? Oui, alors évidemment, évidemment, avec le recul et l'expérience, heureusement, d'ailleurs, au bout de 20 ans après, j'ai un peu plus de bouteilles et j'ai appris des choses. Donc, effectivement, il y a un paquet de choses. Et c'est d'ailleurs pour ça que pendant 2-3 ans, j'ai donné des cours en école de commerce. Et le seul cours que j'ai gardé maintenant que j'ai repris une activité à plein temps, c'est le cours d'entrepreneuriat et que je donne à l'EIML et à Medart, 2 écoles à Paris, parce que j'ai le sentiment que j'ai plein de trucs à transmettre aux étudiants sur plein de choses. Alors surtout des étudiants qui n'ont très peu d'expérience en entreprise, c'est des alternants en général. Mais je me dis bon tiens, il y a quand même beaucoup de choses que j'ai apprises et je pense que c'est pas inutile de les retransmettre. Et en même temps, moi, ça me permet de garder une certaine jeunesse, de me confronter à tous ces projets souvent assez créatifs. Et puis s'ils sont pas assez créatifs, moi, je leur botte les fesses pour qu'ils bougent un petit peu. Non, je rigole parce qu'en fait, non, mes étudiants font du très très bon boulot et je suis vraiment admiratif de ce qu'ils arrivent à développer, alors que tout comme moi à l'époque, ils n'ont pas spécialement d'expérience. Alors, en fait, il y a plein de sujets sur lesquels j'ai envie de partager autour de l'entrepreneuriat, parce que ça peut être déjà ce que tu disais, c'est avec qui s'associer. Ça, c'est un point extrêmement important. Là-dessus, par exemple, en fait, c'est lié à la notion de qu'est-ce que c'est que l'entreprise. Une entreprise, c'est une mission et c'est une promesse, une mission, c'est 2 choses différentes, et ce sont des valeurs. Et en fait, ce qui fait que tu as une chance de savoir si ça va bien se passer avec tes associés et avec les gens que tu vas embaucher. Ah bah dis-nous, vas-y, un conseil. C'est tout simplement le fait que tu partages les mêmes valeurs que ces gens-là. En fait, c'est pas une question souvent les gens se disent oui, mais il faut des compétences complémentaires, en fait, ça, ouais, c'est bien, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'avoir des valeurs similaires et d'être capable de s'entendre bien au quotidien. Le meilleur conseil de recrutement que je peux donner à tout le monde, c'est embaucher des gens avec qui vous auriez envie de partir en vacances. Si vous n'avez pas envie de partager votre quotidien avec des gens, vous n'allez pas pouvoir bien bosser avec eux. C'est vraiment fondamental. C'est vraiment une question de feeling et de qualité humaine principalement et de feeling humain. C'est ça qui fait que ça marche. Autrement, le reste, les compétences, oui, évidemment, si vous recrutez un comptable, vous n'allez pas prendre quelqu'un qui connaît rien, mais ça c'est la base. Et après, quand vous avez 10 CV intéressants de comptables, vous allez parler aux gens et voir les gens avec qui vous entendez vraiment bien. Ça c'est vraiment fondamental. Et ça, on a fait l'erreur plusieurs fois, notamment chez Marmiton, d'essayer de recruter des gens. Ouais, bon, c'est sûr qu'on n'ira pas prendre une bière ensemble, mais il amène quelque chose, il a un truc vraiment différent, quoi. Mais justement, en fait, s'il est trop différent, ça marchera pas. Et on s'est fait et ça n'a jamais collé s'il n'y avait pas un minimum de feeling et d'envie mutuelle. S'il n'y avait pas ça, mais en même temps, c'est comme un couple. Hein, c'est encore une fois, et c'est comme des amis. S'il n'y a pas cette chose-là. Après, l'autre piège, c'est de se dire mais super, on s'entend bien pour aller prendre une bière ensemble. On va monter une boîte ensemble. C'est là que la notion des valeurs est importante. C'est-à-dire que il faut quand même partager des valeurs et surtout avoir les mêmes objectifs. Quand on monte une boîte, en général, il y en a qui courent après l'argent, il y en a qui courent après le pouvoir ou la gloire, il y en a qui courent après un statut social, il y en a qui courent après l'indépendance, le fait de ne pas avoir de patron. Mais la réalité, c'est que déjà, quand on est indépendant ou quand on crée sa boîte, en fait, on est beaucoup plus dépendant que quand on est
salarié parce qu'en fait, on n'a pas un patron, on a plein de patrons qui sont ses clients. Et en fait, on a au final beaucoup plus de contraintes que quand on est salarié. Quand on est salarié, la boîte va bien, la boîte va pas bien, bah, elle vous paye à la fin du mois, en général. Mais quand on crée sa boîte, on est responsable de ça pour soi-même et pour tous les gens qui sont dans la boîte. Donc c'est une beaucoup plus grosse responsabilité. Il faut être à l'aise avec ça. Donc voilà, Ouais, là, je pense que c'est je sens que je commence à parler beaucoup, donc Ah non, au contraire, c'était vraiment très intéressant et c'est vrai que vu que ce podcast c'est vraiment sur l'art de s'associer, c'était vraiment intéressant que tu partages toi ta vision et ce qui est le mieux pour que ce soit d'ailleurs pour recruter ou pour s'associer avec quelqu'un. Et c'est toi en préparant ce podcast, j'ai vraiment ça aussi qui m'était venu en tête. Alors moi j'ai eu pour le moment qu'une association, c'est nous. oui. Mais en tout cas, je sais que ça a fonctionné parce qu'on avait des valeurs communes. Donc tu vois, ça rejoint exactement ce que tu viens de partager. C'est clair. Alors après, effectivement, c'est pas parce qu'on a on est les bons associés que ça marche toujours. La preuve, c'est qu'il y a parfois des contextes, un contexte, des circonstances extérieures qui font que, c'était pas le bon moment. Et donc, malgré la bonne équipe, et c'est vrai que là, on avait la chance d'avoir à la fois le bien s'entendre, partager les mêmes valeurs et avoir une vraie complémentarité. Malgré ça, c'est-à-dire malgré ce cas qui était quand même assez idéal, non, ça n'a pas marché. Mais bon. Écoute, c'est comme ça, et si ça devait ne pas marcher, c'est que c'était le destin, et c'est pas grave, et ça nous a fait progresser tous les deux. Ouais, et au-delà en fait, parce que nous, enfin, on a fait le choix aussi d'arrêter au bon moment, c'est-à-dire qu'on n'est pas rentré dans des dettes, on n'est pas rentré, on a vraiment fini de façon très paisible et sereine. On a fait le choix justement de pas arriver à un moment où on pourrait vraiment commencer à subir l'entreprise, parce que finalement on aurait pu continuer. Je sais pas où est-ce qu'on en serait aujourd'hui, mais je pense que c'était vraiment bien ce qu'on a fait. Aujourd'hui, par exemple, donc tu parles du fait de la responsabilité qu'on peut avoir en tant qu'entrepreneur. Ça c'est certain. Pour autant, est-ce que tu penses aussi que être entrepreneur, c'est créer sa vie selon ses propres termes? Oui, parce que il n'y a pas une seule manière d'être entrepreneur. Il n'y a pas une seule manière de piloter une société, voire même d'être manager. Hein. C'est aussi la même dans le même ordre d'idée. En fait, tu peux être entrepreneur de plein de manières différentes. Tu peux être un entrepreneur. Il y a des tonnes de systèmes, alors le MBTI, la méthode DISC et tout ça, qui te donnent des schémas de lecture et d'analyse. Voilà, ProcessCom. Enfin, j'en ai fait plein parce que je trouve ça intéressant. Mais après, chaque outil est différent, et chaque outil n'est qu'une pièce du puzzle infini et infiniment complexe de la personnalité de chacun. Mais un entrepreneur, il peut être ça peut être l'entrepreneur qui va tous les matins, allez, on y va, il motive les troupes, on y va, il prend son téléphone, il prend sa sacoche, il va prospecter. Ça peut être l'entrepreneur qui est tout calme, qui est là, qui réfléchit, qui a besoin de longs moments de réflexion. Ça peut être l'entrepreneur comme moi moi, pour réfléchir, j'ai besoin de deux choses. J'ai besoin de marcher, et j'ai besoin aussi de faire des tableaux et des documents, de tout modéliser, de tout écrire. Parce que pour moi, la réflexion, elle passe beaucoup par l'écriture. Et en même temps, donc c'est aussi un outil. Il faut que ça, quand on est plusieurs, ça corresponde aussi à la manière qu'a l'autre de travailler, ou alors que ça soit complémentaire et qu'on trouve son fonctionnement. Donc, mais il y a plein de manières d'être entrepreneur. Il y a plein de manières je le vois à travers mes élèves qui prennent l'entrepreneuriat. Là, j'avais 28 groupes cette année pour le IML. Ils ont tous pris les choses sous un angle différent. Moi, j'étais parti au départ, j'aurais demandé de faire le Ikigai avec effectivement la modélisation. Bon, ça c'est quelque chose d'assez connu. Ce qu'on a envie de faire, ce qu'on aime faire, ce pourquoi on est bon, ce qui peut rapporter de l'argent, et on garde ce qui est au milieu, ce qui peut être utile à l'ensemble. Oui. Donc on garde ce qui l'intersection de tout ça. Et ça a aidé certains effectivement à trouver leur entreprise. Il y en avait d'autres qui avaient déjà leur idée, voire même certains qui avaient déjà commencé à bosser dessus. Et en fait, tous sont différents de leur manière de faire. Il y en a qui veulent vraiment être dans, voilà, je fais mon truc, je bâtis à mon échelle, et puis après, dès que c'est bon, sur un petit périmètre, j'étends. Et après, j'étends encore un petit peu dès que je suis rentable sur le petit périmètre, etc. Il y en a d'autres, c'est beaucoup plus, allez, maintenant, j'anticipe déjà à 2 ans, à 3 ans, je pose les jalons. D'accord. Il y a plein de manières, et il n'y a pas une bonne ni une mauvaise manière. Il y a une manière qui vous correspond. Une manière qui va être en phase avec ce que vous êtes, avec votre rythme.
Alors après, la difficulté parfois, c'est d'être sur un secteur et d'avoir soi-même un rythme de vision, de réflexion, de travail qui va correspondre au rythme du marché. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans le monde de la pub. La pub, à un moment donné, c'était bien quand j'avais 28 ans, mais maintenant, j'ai pas envie de retravailler dans la pub. Au-delà du côté un peu, enfin, du manque de fond du secteur de la pub. C'est un secteur où tout va toujours très très vite, tout bouge tout le temps. Tu réfléchis à un truc, ben le lendemain c'est déjà obsolète. Moi, avec le temps, avec l'âge, j'ai besoin de temps plus long pour construire des choses qui durent plus, parce que ce qu'on construit vite dure en général assez peu de temps. Ce qu'on construit lentement dure beaucoup plus. C'est un grand classique de la philosophie, mais c'est très très vrai. Et c'est très vrai dans l'entreprise. Ouais. Et par exemple, toi, qu'est-ce que l'entrepreneuriat t'apporte au quotidien? L'entrepreneuriat, ça m'a toujours apporté deux choses, je dirais. D'un côté, ça m'a mis ça m'a mis dos au mur, ça m'a forcé justement à grandir. Parce que moi j'étais un enfant timide, un peu timoré, pas très, j'étais un introverti pur jus, et donc j'étais pas vraiment. Et avec le temps, je me suis un peu lâché. L'entrepreneuriat, ça a permis de finaliser cette métamorphose et de me mettre face à mes responsabilités, de me dire, ben voilà, maintenant, il y a personne d'autre pour prendre les décisions, pour prendre en charge. Donc ça, c'est déjà une chose que ça m'a apporté, ça m'a forcé à grandir et à atteindre une certaine maturité juste à être adulte, tout simplement. L'autre chose, c'est un terrain de jeu en termes de créativité. Je suis quelqu'un qui a toujours eu besoin d'inventer des nouveaux trucs. Alors c'est aussi ma limite en tant qu'entrepreneur, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, si je fais toujours la même chose, très très vite je m'ennuie. Et pas que en tant qu'entrepreneur, en tant qu'employé, j'ai toujours besoin de lancer des nouveaux trucs. Et après, je suis pas forcément la bonne personne pour les gérer après. Moi, je suis plus quelqu'un qui va créer. Mais c'est pas grave, c'est un type d'entrepreneuriat, le fait d'être là pour lancer des idées, notamment sur des secteurs où la créativité est un plus, des secteurs innovants. Alors l'internet, c'était très bien pour moi, c'était le rêve parce que ça correspondait bien. Et ça reste pour moi un terrain de jeu de créativité et surtout ça permet de toucher à tout. C'est là que j'aborde un autre point qui est fondamental. Il y a une qualité qu'on ne peut pas ne pas avoir quand on est entrepreneur, c'est la curiosité. Et la curiosité, c'est une qualité, c'est juste s'intéresser à tout et se dire, ah bah tiens, ah oui, la compta, j'ai jamais fait, mais bon, c'est sûrement intéressant. Il y a des gens qui sont, alors, je suis d'accord, c'est pas la partie forcément la plus marrante, mais voilà, surtout que dans Tentationnel, c'est toi qui l'as faite. Oui. Toi qui j'ai tout appris, du coup. Voilà, exactement. Mais en gros, si on prend pas justement cet exemple un peu extrême, mais tout le reste est intéressant, c'est-à-dire que le juridique, la partie technique, la partie communication, la logistique, tout ça, ce sont des sujets qui sont intéressants. Si on est là en se disant, ok, non, moi la seule chose qui m'intéresse, c'est la partie rédaction. La seule chose qui m'intéresse, moi, c'est la partie Photoshop, illustration, etc. On n'est pas fait pour être entrepreneur. Ça veut dire qu'on est un spécialiste, donc on sera très bon dans une agence de créa ou dans une agence de com, mais il faut pas être entrepreneur. Entrepreneur, c'est vraiment être prêt à toucher à tout. Et un entrepreneur, c'est un touche-à-tout par définition, parce que dans une entreprise, il faut tout gérer. Quand j'entends que des gens ont des phobies administratives, des trucs comme ça, bon, surtout quand c'est des ministres, on se dit, bon, c'est quand même un peu bizarre ce genre de choses, parce que quand t'es ministre, t'es un peu une sorte d'entrepreneur quelque part. Alors t'as toute une armée de gens pour t'aider, c'est peut-être pour ça que t'as pas forcément besoin d'avoir des qualités entrepreneurs pour ça. Mais bon, en même temps, je pense que ça ferait quand même du bien d'avoir ces qualités-là pour ces postes-là. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc il faut être curieux. Et il faut pas avoir peur de toucher à des trucs qu'on n'a jamais fait. Au contraire, il faut voir ça comme des challenges. Il faut voir ça comme un truc amusant. Il faut voir ça comme des opportunités de progresser, parce que fondamentalement, alors ça, c'est ma philosophie personnelle. Pour moi, le but dans la vie, c'est de progresser. C'est le but de la vie de chacun d'entre nous, c'est de progresser. Alors après, il y a plein de manières de voir ça. Je vais pas rentrer dans le spirituel, même si c'est un sujet que j'aime bien. Mais je pense qu'on est tous là pour progresser, chacun.
peut-être sur des sujets particuliers, peut-être sur plein de sujets, mais en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Et l'entrepreneuriat, c'est une formidable opportunité de progresser, d'apprendre. En début d'année, quand j'ai dit aux élèves de la promo où je présentais l'entrepreneuriat, parce que c'était pas l'option par défaut, il y avait une option projet plus scolaire à la place, et je leur ai dit, avec moi, vous allez souffrir, vous allez bosser, ce sera de la sueur et des larmes, mais vous allez apprendre. Donc en fait, ce qui fait que les gens qui sont restés sont les gens qui avaient vraiment Motivé. voilà, qui avait cette curiosité. Mais c'est ça. Enfin, la voie de l'entrepreneuriat, c'est pas, c'est pas la facilité. Parfois, j'entends des gens dire, ah oui, mais moi, j'en ai marre, je veux devenir mon propre patron, j'en ai marre de subir la tyrannie de ma hiérarchie. Bah, si c'est la seule raison, faut pas, parce que faut changer de boîte, faut changer de patron, mais faut pas créer sa boîte juste parce que on n'a plus envie, parce qu'on s'entend pas avec son patron. Surtout que, en fait, comme je le disais tout à l'heure, la tyrannie des clients est bien plus forte et bien plus dure que la tyrannie du patron. Le patron, à la limite, on peut lui dire les choses en face, avec le risque d'être viré, mais on peut lui dire les choses. Votre client, ça va être beaucoup plus compliqué. Vous ne pouvez pas l'envoyer balader, sinon vous perdez un client. Donc c'est complètement, c'est pas la voie facile, mais c'est la voie de la curiosité et de l'apprentissage. Ouais, et puis tu vois, même pour rebondir par rapport à la compta que j'ai pu réaliser du coup dans le cadre de Tentationnel, tu vois, au final aussi, c'est ça qui est intéressant, c'est que quand on est touche à tout, on se rend compte aussi de plein de choses, et que par exemple, je me suis rendu bien compte que la comptabilité nécessite énormément de temps, c'est chronophage, et quand on l'a délégué, et ben j'étais heureuse, et du coup ça amène aussi à une conscience du coût, et on comprend mieux pourquoi c'est aussi cher. Et ça m'a permis aussi aujourd'hui d'avoir un regard critique et de pouvoir analyser et juger un comptable d'un autre. C'est très important ce que tu dis, parce que c'est quelque chose qui peut nous servir à la fois en tant qu'entrepreneur, mais aussi en entreprise. Combien de fois, notamment dans les grandes entreprises, j'ai vu des entreprises se faire, mais vraiment, pigeonner par des très grosses boîtes, par des cabinets de conseil, des prestataires, parce que tout simplement l'entreprise avait perdu la capacité à juger de la pertinence de ce qui était fait par le prestataire. Ça, dans toutes les grosses boîtes, vous avez des boîtes vampires. D'ailleurs, beaucoup de cabinets de conseil et de prestataires techniques, de gros prestataires techniques, de SS2I et autres, ne vivent qu'en mode vampire sur des entreprises qui ne comprennent pas, qui n'ont pas les capacités à comprendre ce qu'ils font. Et c'est un cercle vicieux, parce que si on perd cette capacité, on n'est plus à même de juger si le prestat fait bien son boulot. Donc quelque part, le prestat, on le garde parce qu'il y a que lui qui sait faire ça. Mais en même temps, s'il fait n'importe quoi, on s'en rend pas compte, ou on s'en rend compte trop tard. Et effectivement, en apprenant à faire les choses, eh bien, on obtient la condition nécessaire et suffisante pour bien déléguer et pour bien sous-traiter, c'est-à-dire une expertise suffisante pour être capable de juger. Avoir déjà fait quelque chose, ça permet après de le confier à quelqu'un d'autre, voire à quelqu'un dans son équipe. La délégation, ça marche aussi. Mais c'est très important d'être déjà passé par là et de savoir, comme tu dis très justement, quel est le coût en temps, en charge mentale de faire quelque chose avant de le déléguer. Ouais, je trouve aussi que c'est vraiment une très grande richesse. S'il y a un grand moment difficile dans ton parcours, ça serait lequel ? Il y en a eu plusieurs. Hein. Il y en a eu plusieurs. Il y a eu des moments où effectivement, le plus difficile. Il y a eu un moment où effectivement, il y a eu un moment difficile. Je choisis celui-là parce que ça va rebondir sur notre sujet de départ. C'est le moment où j'ai commencé à beaucoup me disputer avec mon associé. C'est-à-dire qu'en fait, on avait revendu Marmiton et on avait des postes. Donc c'était avec Anne-Laure. Elle était associée elle était devenue DG d'Au Féminin. Moi, j'étais resté DG de Marmiton, mais bon, en même temps, on était habitués à bosser ensemble, donc je donnais un coup de main sur Au Féminin. Et on a commencé à beaucoup se disputer. On passait notre vie au bureau. On se disputait beaucoup. Donc moi, j'en retirais une forme de dire, mais à quoi bon tout ça? Faut dire que les gens qui avaient créé Au Féminin ont très bien géré leur coût, c'est-à-dire qu'en gros ils ont revendu Au Féminin 6 mois après avoir acheté Marmiton, en faisant une jolie bascule au passage. Et puis ils avaient en SEO, ils avaient été un peu borderline, et je sais pas s'ils le savaient, mais 3 mois après la revente, il y a eu un
un gros déréférencement d'au féminin sur Google. Donc on a dû gérer, nous, Anne-Laure et moi principalement, et puis aussi les quelques autres cadres qui étaient là, ce problème-là. Donc ça a été un peu compliqué, et c'était compliqué. Il fallait redonner une dynamique. C'était vraiment dur. Et puis à un moment donné, quand t'es là, t'as pas la satisfaction de bien t'entendre avec les gens avec qui tu bosses. T'as l'impression que tu y arrives pas parce que t'es face à des contraintes qui sont très très dures. J'avais presque envie de partir et de juste de faire complètement autre chose. Et en même temps, du coup, qu'est-ce qui t'a permis de garder le cap? Une certaine forme de confiance en moi. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai raison, quand je pense avoir raison sur un truc, j'en démords pas. Même si bon, je vais pas le crier sur tous les toits. Je vais essayer de faire preuve de diplomatie. Mais quand je pense avoir raison, c'est difficile de me faire changer d'avis. Alors, sauf si effectivement, si on me prouve par A plus B que j'ai tort, j'accepte, j'ai pas de souci. Mais là-dessus, je sentais que j'avais raison sur certains points. Et effectivement, avec le recul, j'ai compris les problèmes, les raisons, et on en reparle. Et Anne-Laure est restée une amie, heureusement, avec qui on s'entend très bien et on se voit souvent. Et heureusement, parce que ça m'aurait vraiment fait beaucoup de peine, au bout du compte, de perdre une amie, même pour un succès entrepreneurial. Donc, on arrive, mais ça a été très très dur parce que quand tu vas au bureau, tu sais que tu vas y être de 7h du mat à minuit et que tu vas passer 3 heures à t'engueuler, parce que c'était un peu ça le programme de nos journées, sans pour autant avoir des résultats très très probants d'un point de vue business. C'est pas très agréable, c'est pas très épanouissant. Donc ça a été une période vraiment difficile. Mais bon, mis à part ça, j'ai pas eu trop de moments j'ai eu des moments de doute, des moments où tu te dis bon, ok, allez, il y a un rachat, on a un nouveau PDG, on a un nouveau challenge, on va y arriver. Et puis et parfois tu dois te battre parce que tu as de la politique en interne. Dès qu'une boîte devient grosse, le facteur politique devient plus important. Voilà. Et moi je pense pas être un bon politique dans le sens où moi j'ai tendance à dire ce que je pense. Et alors après j'essaie de le dire gentiment, mais c'est pas forcément évident. Et en même temps, et en fait, quand une boîte grossit, c'est de plus en plus difficile de n'avoir que des gens alignés avec la vision de la société. Et en plus, la vision de la société, quand tu t'es fait racheter, elle bouge parce que, alors toi, t'as ta vision de ta filiale, mais après, la vision du groupe, elle peut bouger. Et parfois, tu dis, mais c'est quoi la vision du groupe au final? Donc donc t'as le centre de gravité qui bouge, t'as des gens qui arrivent, qui sont là quand même aussi parfois beaucoup pour leur pomme, même si bon, à l'époque d'Au Féminin, ça s'était quand même bien passé. On avait quand même globalement des gens qui étaient d'un très bon niveau, et c'est comme ça qu'on a réussi à bien développer tout ça pendant assez longtemps. Mais non, c'est vraiment les problèmes personnels et les problèmes relationnels qui mettent à mal. Et de toute façon, les gens qui sont malheureux dans leur travail, alors il y a toutes sortes de choses, hein. Il y a le burn-out où on donne des objectifs trop poussés, sans donner les moyens d'y arriver, et puis on dit que c'est de ta faute. Ça c'est un grand classique. Mais c'est vraiment sur le côté relationnel que moi j'ai souffert, parce que pour moi les relations humaines c'est extrêmement important en tant que gamin hypersensible qui est resté un adulte hypersensible. J'ai gardé un peu cette dimension là, et c'était vraiment ça moi c'est ça que j'ai les plus mauvais souvenirs. Mais après encore une fois, faut accepter aussi les moments difficiles. C'est pas grave, tout va pas s'effondrer. Faut être capable de prendre du recul, être capable de faire autre chose à côté, de développer d'autres choses, d'avoir des passions, ne pas mettre toute son énergie, tout son temps dans son boulot. Ça, c'est même si on adore son boulot, faut avoir d'autres choses à côté, parce que le boulot, il peut du jour au lendemain, la boîte peut être achetée, ça peut s'effondrer, le marché peut dégringoler, il peut y avoir une pandémie, t'as vu. Donc bon, voilà, ça c'est important. Et aujourd'hui, c'est quoi ton rêve? Moi, en fait, j'ai 2 rêves. J'ai toujours 2 choses, hein. C'est mon côté Monsieur Plus. D'un côté, mon rêve à moi, un jour, c'est d'arriver à faire passer un certain nombre d'idées via ma plume. C'est-à-dire que moi, j'écris des livres depuis assez longtemps. Donc pour l'instant, je n'ai publié que des livres sérieux. Mais moi, j'ai l'ambition d'arriver à faire passer à travers des romans
des idées et des idées sur des futurs possibles. Et c'est pour ça que je suis fan de certains écrivains, alors Asimov, mais aussi Werber, Eric Emmanuel Schmitt, que j'ai eu le plaisir de rencontrer, qui est quelqu'un d'assez fabuleux. Et c'est des gens qui arrivent, qui moi m'ont beaucoup apporté en tant que lecteur. Et moi j'ai envie, avec mon ADN un peu de prof, de pédagogue, transmission, et aussi parce que j'adore écrire. C'est vraiment, je peux passer mes journées à ça, je m'ennuie pas. Et donc si je pouvais arriver à vraiment vivre, même pas vivre de ça, mais au moins avoir la possibilité de ne plus faire que ça, ou presque. Moi, à un moment donné, j'adorerais. Après, je pense que j'aurais besoin de me nourrir d'autres choses aussi. Donc ça, c'est un peu la vision théorique. Et la deuxième chose, ça serait tout simplement d'avoir un impact positif. Alors, ça peut se recouper avec la première chose, mais à un moment donné, au cours de ta carrière, tu te dis, ok, est-ce que tu veux continuer à faire de l'argent dans une boîte dont le but est de faire de l'argent, ou est-ce que tu veux bosser pour un projet, sur un métier où tu vas vraiment aider les gens? Alors personne perd personne, ou alors d'une manière beaucoup plus forte à travers un projet d'entreprise. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais arriver à faire. C'est aussi pour ça que j'ai choisi d'aller chez Cookpad, parce que leur projet, c'est vraiment d'aider les gens. Eux, la pub, ils en veulent pas. Le SEO, c'est presque un gros mot chez eux. Donc, le but, c'est le premier média que je rencontre avec une volonté d'être sur quelque chose de vraiment utile, avec, à un moment donné, un modèle payant quand même pour arriver à financer la boîte, mais un modèle payant où les gens soient contents de payer tous les mois un petit quelque chose pour financer un outil qui leur est vraiment utile. Et moi, je me sens légitime pour les aider là-dessus, et participer à ça, pour moi, c'est en phase avec ma vision de ce que j'ai envie de faire. Donc, voilà vraiment mes deux objectifs, qui sont plus des objectifs que des rêves, parce que bon, pourquoi avoir une limite entre les rêves et les objectifs, après tout. Oui, de toute façon, déjà, c'est pas comme si tu n'avais pas encore écrit. Tu as déjà écrit des livres d'ailleurs très intéressants, et puis sérieux. Et sérieux. Voilà, d'autres seront sûrement un petit peu moins, mais toujours avec cette valeur haute et forte qui est chez toi, la transmission. On arrive à la fin de notre échange. Juste une dernière question. Qu'est-ce que tu penses qui arriverait si chaque personne de cette planète se donnait la permission d'entreprendre sa vie? En fait, ça serait sympa. Ça serait sympa. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, j'analyse et je comprends ce que tu me dis dans un point qui est la peur. En fait, je pense que ce qui fait beaucoup de mal, ce qui crée la violence, ce qui crée les problèmes, la haine, tout ça, c'est toujours la peur. C'est la peur de ce qu'on ne connaît pas. Et cette peur, elle prend parfois ses racines dans l'histoire de chacun, dans ce qu'on a vécu, ce qu'on a connu, peut-être même dans le transgénérationnel. Moi j'ai tendance à y croire, mais bon, après c'est pas prouvé pour l'instant. Il y a un dicton qui est dans Dune, qui est une saga de science-fiction que j'adore aussi, que je conseille à tous ceux qui savent lire cet été. C'est la peur, et alors je la connais en anglais, mais en français ça donne: la peur, c'est ce qui tue l'esprit. Donc je laisserai la peur passer à travers moi, ce qui est un peu un principe de méditation, et s'en aller. Donc c'est quelque chose comme ça. En fait, la peur, faut pas être dans mes coups. Non, j'ai pas peur. Non, c'est juste faut avoir conscience de sa peur, c'est-à-dire voir que quand on a envie de faire quelque chose de violent, de mal, c'est toujours le fruit de la peur. Toujours. Moi, je vois pas d'exception à ça. Après, ça peut être de la perversion aussi, mais la perversion, c'est un cas assez rare. Et en plus, la perversion est elle aussi en général le fruit de la peur, mais après en ayant après un certain temps de maturation, on va dire. Mais c'est vraiment la peur dont il faut arriver à se débarrasser. Alors, pas se débarrasser en se persuadant qu'on n'a pas peur, mais en acceptant sa peur et en se disant, voilà, ça c'est ma peur, je la vois, je l'extériorise de moi, et je ne suis pas ma peur.
Et si je n'ai pas cette peur, à ce moment-là, je vais pouvoir faire des choses que je ne m'autorisais pas parce que j'avais peur. Alors là, les peurs, j'ai peur de la honte, peur d'être ridicule, peur d'échouer, peur de D'être ne pas faire rejeté. plaisir, peur du rejet. Là, la liste des peurs est quasi infinie, mais c'est vraiment ça. C'est comprendre quand on bloque sur quelque chose, il faut essayer de prendre du recul par rapport à soi-même, et c'est aussi pour ça qu'on fait appel à des coachs en général, pour comprendre de quoi on a peur et arriver à dompter cette peur. Ça ne veut pas dire qu'elle va disparaître, ça veut juste dire qu'on apprend à l'identifier comme telle et qu'on se dit, ben voilà, je ne suis pas ma peur. Et comme je ne suis pas ma peur, elle est là. Ma peur, elle va continuer aussi à être là parce que la peur, c'est aussi un mécanisme d'aide à la survie. Les gens qui n'ont plus peur, en fait, en général, ils ont des accidents. Les gens qui n'ont plus peur du tout, c'est pas normal. En général, c'est un problème neurologique et c'est des gens qui vont faire n'importe quoi et avoir des accidents. Mais non, la peur, elle est là pour nous dire attention. Mais parfois, la perception de cette peur est tellement forte, qu'elle nous empêche qu'elle peut être de faire des paralysante. choses. Ouais. Elle est paralysante. Donc, identifier sa peur et faire avec et faire malgré sa peur en se disant que voilà, je ne suis pas ma peur. Je pense que c'est vraiment essentiel pour avancer et en fait c'est souvent cette peur qui nous sépare de nos rêves, qui nous sépare de nos envies. Sachant qu'effectivement, si on prend des exemples, moi quand j'étais au Crédit Agricole, j'ai croisé beaucoup de gens. Il y avait des gens qui étaient passionnés par ce qu'ils faisaient, ça c'était super, c'était inspirant. Et il y avait des gens je croisais aussi plein de gens qui rêvaient de faire autre chose. Mais j'ai peur de pas y arriver. Mais j'ai peur. Oui, puis après là, je vais perdre mon 13e mois. Et puis encore une fois, comme dit la chanson de Big Flo et Oli, mieux vaut avoir des remords que des regrets. Donc, et les remords et les regrets n'ont qu'une différence, c'est le fait d'avoir écouté ou non sa peur. Et ben voilà, donc c'est un message plein d'espoir, vraiment ce verbe qui est oser et se dépasser. Osons. Merci Christophe pour ces échanges, c'est toujours aussi riche de partager des moments avec toi. Merci à toi Mélanie pour me donner l'occasion de m'exprimer. Et avec grand plaisir et puis sûrement à très bientôt à Paris. À bientôt.